Vous allez bien? Donc, avant de passer la parole à Maître Bérard, je vais me présenter. Il y a certaines personnes qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, mon nom est Martin Jumainville. Je suis le coordonnateur du service d'information et d'accompagnement pour aînés, ici au Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, moi, j'ai deux volets ici. J'ai un volet qui est plus l'accompagnement des personnes aînées, donc vous accompagner dans vos différentes démarches, que ce soit pour vous aider à remplir des formulaires, que ce soit parce que vous cherchez un service que vous ne savez pas à qui vous adresser, bien, moi, je vais vous trouver le bon service pour vous. Des fois, ça peut être « Hey, j'ai-tu droit à tel crédit d'impôt? » On peut regarder ça ensemble. Bref, j'ai un inventaire de travail assez varié. Donc, au point de vue de l'accompagnement, vous ne vous gênez pas. Mon service est gratuit, il est confidentiel. Donc, vous ne vous gênez pas, vous m'appelez, ça va me faire plaisir de vous voir. Vous pouvez venir me rencontrer ici, je peux aller vous voir chez vous, on peut aller prendre un café au Tim Hortons ou où vous voulez. Donc, tant que c'est sur le territoire qu'on descend. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le côté organisation de conférences d'intérêt pour les aînés. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, j'ai demandé à Maître Bérard de venir vous parler du testament. Bon, en fait, j'ai demandé à Éducalois qui m'ont gracieusement parlé de Maître Bérard. La prochaine conférence que j'organise ici, c'est Simone et tous les autres. C'est Gabrielle Coulombe, qui est une conférencière, auteure, qui est partie à la rencontre des personnes aînées à peu près partout sur la planète. Là. Puis elle vient nous parler un peu des aînés, justement, qui l'ont inspirée à travers toute cette démarche-là. Je vais assurément vous parler de Simone, mais il y a tous les autres aussi. Donc, ça va être assez intéressant. C'est le mercredi 8 novembre, ici même, à 1h30. Donc, on a des petites publicités comme ça, puis en arrière, on a une couple de choses dans le calendrier, tout ça. S'il n'y en a plus là, il y en a assurément à la réception en bas. Donc, juste vous dire, si jamais vous voulez, tantôt il va y avoir une petite pause. Il y a du café, il y a de l'eau chaude, à l'arrière dans le réfrigérateur, il y a aussi de l'eau froide et des biscuits. Les biscuits sont bien appréciés en général, donc vous ne vous gênez pas pendant la pause, vous pouvez en prendre. Donc, je vais vous souhaiter une belle conférence, puis je vais passer la parole à Maître Bérard. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes tous des gens de Berthier ou les environs? Les environs de Berthier, y a tout le monde de Lavaltrie un petit peu? Ah, Lavaltrie, la Noret, c'est bon. Moi, je suis une fille de Lavaltrie, fait que j'aime ça le monde de Lavaltrie, mais je vais vous aimer quand même, il n'y a pas de problème. Mon nom, c'est Alexandra Bérard, je suis notaire depuis 4 ans. On a 2 bureaux chez Maître Notaire, on a un bureau à Repentigny et un à Lavaltrie. Fait que peut-être qu'à la Noret, Lavaltrie, ça vous dit quelque chose. On est à côté de la Victorienne, le restaurant à Lavaltrie sur la rue Notre-Dame. On a racheté le bureau de notaire Édith Perrault. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Donc, ça me fera plaisir. J'ai des cartes aussi en avant pour ceux jamais qui ont d'autres questions après la conférence ou qui voudraient m'aborder un petit peu plus. Aujourd'hui, on va parler du testament. Moi, je ne travaille pas pour Éducalois. Éducalois, c'est un organisme qui offre des services juridiques gratuits, qui offre de l'information et de la vulgarisation juridique, qui offre des conférences. Quand ils ont des demandes de formation, ils contactent des notaires dans la région. Fait que c'est pour ça qu'Éducalois m'a appelé pour me demander si je voulais venir vous donner la conférence. Et je vous présente le contenu d'Éducalois. C'est du contenu très bien fait. Eux, leur force, c'est de vulgariser l'information. Fait que c'est clair, puis d'habitude, on n'a pas trop de questions parce que c'est bien expliqué. Aujourd'hui, on parle de pourquoi faire un testament, qui peut faire un testament, comment est-ce que je peux faire un testament, parce qu'il n'y a pas juste le notaire qui peut le faire, quand est-ce que je dois le faire et qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas de testament. Si je vous demande de lever la main puis de me dire qui est-ce qui a fait un testament puis qui est sûr qu'il est tout correct son testament. Ah! Une personne? 2 peut-être? Ah, c'est bon, c'est pas si pire que ça. C'est bien correct, c'est correct. Fait que on pense que, puis je vais vous apporter d'autres choses, fait que vous allez peut-être dire, ah ben finalement, je suis pas si pire, il est correct finalement mon testament, ou vous allez dire, il faut que je m'arrange pour qu'on en ait un. Alors, pourquoi je devrais faire un testament? Puis là, peu importe la forme, parce que je vais vous dire les façons de le faire par après,
C'est sûr que de faire un testament, bien, c'est sûr ça va être d'exprimer mes volontés. Parce que si je ne le fais pas, c'est la loi qui s'applique, puis la loi va donner mes choses peut-être à ma sœur, à mon frère, puis je les aime pas. Ou peut-être que ce ne sera pas ma volonté. Donc, je vais faire un testament pour exprimer ma volonté. Je vais faire un testament pour épargner à mes proches. C'est sûr que moi, ça va me coûter des sous parce que je vais faire mon testament. Mais je vais faire ça pour mes proches. C'est un peu comme une assurance vie, hein? Je vais la payer toute ma vie, puis j'en profiterai pas, mais c'est ma succession, c'est ma famille qui va en profiter. Et bon, c'est ça, éviter des désagréments à mes proches, éviter des complications, parce que dépendamment de comment je vais l'avoir fait, mon testament, des fois, ça va être bien simple pour régler ma succession. Des fois, ça va être plus compliqué. C'est ça qu'on va voir. Qui peut faire un testament? Bien, il faut que je sois en vie, hein? Il faut que je sois toute là. Il faut que je sois une personne majeure. Une personne mineure, elle peut faire un testament, mais il y a des exceptions dans la loi, là. Elle peut faire un testament pour des petites choses, mais on va retenir qu'il faut être un majeur pour faire un testament. Il faut que je sois apte. Des fois, il y a des gens qui me disent « Notaire, allez voir mon père, il est à l'hôpital, il faut qu'il refasse son testament. » Mais le monsieur, il ne comprend pas, puis il est déjà trop tard. On ne peut plus le faire à ce moment-là. Il faut le faire quand on est en pleine forme. Je dois faire un testament par personne. Même si je dis, notaire, moi puis mon mari, on veut tout donner à nos enfants, c'est pas compliqué, là. Faites ça dans un papier. Ça prend un testament par personne parce que ça ne veut pas dire que vous allez mourir en même temps que votre mari. Même si vous l'aimez, là, peut-être qu'il va mourir puis vous allez décéder 2-3 ans plus tard. Donc, c'est un testament par personne. C'est pas légal au Québec de faire un testament commun. Fait que même si vous faites ça sur une feuille de papier chez vous, une feuille à deux, puis tiens, mon chéri signe à côté de moi, ça vaut rien. C'est pas bon. Un par personne. Je peux faire mon testament de 3 façons. Je peux le faire holographe. Ça veut dire quoi, holographe? Ça veut dire écrit à la main, effectivement, devant témoin ou notarié. Et là, on va voir chacune des formes. Tantôt, quand j'arrivais, j'ai déjà eu une question de madame qui me disait « Je l'ai faite chez nous, holographe, est-ce que c'est correct? » Je vais vous expliquer dans le fond parce que pour chacune des formes, il faut respecter des conditions pour qu'ils soient valables. Puis après ça, il va y avoir, on va voir comment on règle une succession finalement avec le testament. Alors, on va commencer avec le testament holographe. Donc, on a une feuille de papier, tout écrit à la main, la date, le lieu. Alors, je sous-signé, Jack donne toutes mes choses à mon ami Clément. Puis il a signé. Ça, c'est un testament qui est bon. C'est quand même correct. La condition, c'est qu'il doit être écrit de la main. Fait qu'il ne faut pas que je prenne mon ordinateur, que je le tape, que je l'imprime, puis que je le signe. Il faut que je le fasse à la main. Avec la date, le lieu, ma signature, pas besoin de témoin. Comme ça, c'est parfait. Il est bon. Deuxième forme, c'est le testament devant témoin. Ça, je peux aller acheter un formulaire chez Bureau en gros ou je ne sais pas où ils vendent ça parce que moi, c'est sûr, je fais des testaments de notaire. Là. Je le sais qu'il y a des formulaires que je peux acheter, peut-être même trouver sur Internet. Si vous allez voir un avocat, lui, il ne peut pas faire des testaments de notaire, fait qu'il va vous faire un testament devant témoin. Les règles, c'est que ça peut être fait sur le formulaire que j'achète chez Bureau en gros, par exemple. Il faut que j'initialise chaque page et à la fin, il faut que j'aille 2 témoins. Il faut que mes témoins ne soient pas nommés dans mon testament. Fait que si je donne tout à Maurice, mais que Maurice, c'est mon témoin, ça ne marche pas. Il faut que ce soit mon voisin, il faut que ce soit des gens complètement indifférents à mon testament. Et je le signe avec les témoins, c'est ça. Puis chaque page, j'ai mis mes initiales. Et la troisième forme de testament, c'est le testament du notaire, donc notarié. Là, je vais vous expliquer, là, c'est sûr, moi, je vais vous dire c'est la meilleure affaire, là, puis je vais vous expliquer les pour et les contre. Donc, le testament notarié, bien, c'est pas compliqué. Je vais voir le notaire. Je vais voir le notaire 2 fois. Premier rendez-vous, j'y explique ce que je veux au notaire. Puis le notaire, il est là pour me faire penser à des affaires. Des fois, je n'ai pas pensé. Il va m'expliquer un petit peu comment ça se passe
un testament, un règlement de testament. Il va me dire aussi, le notaire, c'était une bonne idée? Parce que moi, j'ai peut-être pensé tout donner à mon frère parce que mes enfants me tapent ses nerfs. Mais finalement, mon notaire, il va me dire, bien, t'as-tu pensé à tel impact fiscal? T'as-tu pensé à telle affaire? Parce que ça pourrait être mieux de peut-être donner ça à telle personne. Il va me faire penser à des choses, plutôt que si je suis toute seule dans mon salon puis avec mon formulaire de chez Bureau en gros. Mais on va regarder les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, pour reprendre un petit peu ce que je dis, le testament que je fais holographe, la première colonne, tout écrit à la main, il coûte pas cher, hein, il coûte une feuille mobile. Par contre, je vais être obligée, ça c'est le petit plus, parce que le petit pouce est en haut, il est peu coûteux. Le petit pouce en bas, les désagréments, je dois absolument le faire vérifier quand je vais décéder. Alors, disons que ma grand-mère décède, puis là, je trouve sa feuille de papier dans sa chambre. Je vais être obligée, je ne pourrai pas aller à la caisse puis dire « Tenez, caisse, ma grand-mère est décédée, elle avait écrit sur la feuille que c'était moi qui héritais. Donnez-moi tout ce qu'il y avait dans son compte de banque. » Ils ne voudront pas, parce qu'ils vont dire « Bien, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment ta grand-mère qui a écrit ça? » Donc, il va falloir que je fasse une procédure de vérification de testament pour confirmer que c'était bien ma grand-mère qui avait écrit ça. Et cette procédure-là va coûter entre 1 000 et 2 000 $ avec un notaire ou un avocat. Fait que oui, ça ne me coûte rien, mais après ça, ça va coûter à ma succession des sous. Ça prend absolument l'original. On a eu des cas, nous, à notre bureau, où la feuille mobile, l'original, on l'avait perdu. On avait juste retrouvé une photocopie. J'ai jamais été capable de le faire vérifier par le juge. Il voulait l'original. Fait que c'est cet inconvénient-là aussi. Et ça prend quelqu'un qui va confirmer que c'était mon testament. Ça, c'est dans ma vérification de testament. Je vais avoir quelqu'un de ma famille qui va aller dire devant le juge, oui, je confirme, c'était bien l'écriture de ma grand-mère. Fait que voyez-vous, c'est pas compliqué sur le coup, mais par après, ça va être un petit peu plus complexe. Le testament que je fais devant témoin ou avec un avocat ou avec le formulaire de bureau en gros, toute la même affaire. Je vais pouvoir bénéficier de conseils professionnels si je le fais avec un avocat. C'est sûr que je ne bénéficierai pas de conseils si je le fais chez nous avec mon bureau en gros. Mais lui, c'est la même chose. Il va falloir que j'aille l'original, puis il va falloir que je le fasse vérifier après, une fois que je vais être décédée. Parce que ma petite fille, elle ne pourra pas aller à la caisse et dire « Donne-moi tout l'argent de ma grand-mère ». Il faut que je valide que c'est bien votre grand-mère qui a fait le testament devant témoin. C'est la même chose, j'ai besoin d'un original. Des fois, c'est l'avocat qui l'a dans son bureau. Le notaire règle la succession, il appelle l'avocat ne veut pas y donner parce qu'il fait son haïssable. Ça va être trouble. Le testament devant notaire, j'ai besoin d'aucune vérification. Fait que ce que je vous dis d'aller faire la vérification qui coûte entre 1 000 et 2 000, si j'ai un testament notarié, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que j'ai fait mon testament devant un officier public, une personne de loi. Donc, elle a déjà fait les vérifications préalables. Alors, le testament, on sait qu'il va s'appliquer dès que je décède. Je vais l'inscrire au registre des testaments de la Chambre des notaires. Donc, disons que vous venez me voir, vous faites votre testament avec moi, je l'enregistre à la Chambre des notaires. Vous décédez 10 ans plus tard, puis votre fils, il ne sait pas c'est qui le notaire qui a fait le testament. Votre fils pourrait aller voir la Chambre des notaires ou n'importe quel notaire au Québec. On ferait une recherche avec votre nom, votre date de naissance, puis on trouverait qu'il a été fait en 2017 devant Alexandra Bérard et on commence à régler la succession. Si je vais voir un notaire, l'avantage, c'est que je vais bénéficier de ses conseils professionnels, comme je vous disais tantôt. C'est une bonne idée de tout léguer ça à ma sœur, ou ce serait mieux peut-être de léguer ça à ma fille, même si des fois elle m'énerve, il faut penser à ça. Et les originaux, je suis sûre de ne pas les perdre, parce que le notaire les garde dans son bureau, puis moi, je vais avoir des copies conformes. Fait que toute la question de « faut pas que je perde l'original », là, on s'en occupe plus, je suis certaine d'être correcte, parce que le notaire a conservé ça dans une voûte anti-feu. Il n'y a pas de train du lac Mégantic qui passe proche de chez nous. Fait qu'on est correct. Et je suis sûre de ne pas le perdre. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Je vous endors pas?
qu'est-ce que ça contient, un testament? Qu'est-ce que je peux mettre dans mon testament? Je peux parler de mes funérailles. Je peux parler, est-ce que je veux être incinérée, exposée? Puis là, ce matin, j'ai même entendu à la radio, je ne sais pas si vous avez entendu ça, on pourra être liquéfié. Hein? Ils vont nous mettre dans l'eau, puis ils vont récolter toute notre eau, puis après ça, ils vont aller arroser les plantes avec le restant d'eau, là. Ça va être une nouvelle affaire qui va s'en venir, puis on me dit que ça va coûter à peu près la même affaire que l'incinération. Ça va s'en venir. Donc ça, je pourrais le dire dans mon testament, qu'est-ce que je veux. Je vais choisir aussi qui est-ce qui vont être mes héritiers et qui est-ce qui vont être les remplaçants de mes héritiers. Parce que si je donne tout à ma femme, puis ma femme part avant moi, bien, ce serait le fun que je ne sois pas obligée de retourner chez le notaire pour refaire le testament. Je vais avoir déjà prévu, si mon épouse est décédée, ça va à mes enfants, ou ça va à ma sœur ou à mon frère. Donc, moi, quand je fais un testament, le but, c'est pas que vous veniez me voir à chaque fois qu'il se passe quelque chose. T'sais, le but, c'est qu'il soit fait pour une longue durée de vie, pour une fois. On n'en parle plus, puis on prévoit plusieurs cas, plusieurs possibilités. Des fois, il y en a qui me disent « c'était bien fatigant » parce que je leur dis « pensez-y, si lui n'est plus là, qui va hériter? Puis si lui n'est plus là, qui va hériter? » Mais là, arrête, Alexandra, pourquoi tu m'achales avec ça? Ça n'arrivera pas. Oui, mais tant qu'à le faire, on va essayer de le faire pour prévoir plusieurs possibilités. Je vais prévoir aussi qui est-ce qui va être mon liquidateur, qui est-ce qui va régler ma succession. Ça peut être la même personne que les héritiers ou ça peut être d'autres personnes. Je vais prévoir aussi des clauses par rapport au transfert de mes biens. Parce que comme je vous disais, des fois, il y a des impacts fiscaux sur des choses qu'on ne sait pas tout le temps dans la vie de tous les jours. Le notaire va pouvoir vous aiguiller pour ça. Est-ce que c'est mieux de donner mes REER à ma fille ou à ma femme? Il y a des conséquences fiscales. Si j'ai une entreprise, bien, c'est sûr que de la laisser à un ou à l'autre, on va prévoir ça dans le testament, qu'est-ce qui est mieux. Et pour mes enfants mineurs ou mes petits-enfants, je ne sais pas pourquoi je pense que vous avez plus de petits-enfants que des enfants mineurs, là. Bien, en fait, pour mes petits-enfants, je vais prévoir, parce que là, si je leur laisse 50 000, là, c'est peut-être mieux que la petite, elle a 10 ans. Peut-être mieux qu'elle n'aille pas ça dans ses poches tout de suite. On est peut-être mieux d'attendre qu'elle ait 18 ou peut-être même 25 ans, parce qu'on veut être sûr qu'elle soit correcte. Donc, on va tout prévoir ça dans votre testament. Ça, c'est le premier rendez-vous. Quand je vous dis je vous rencontre 2 fois, premier rendez-vous, on regarde ça. Vous avez combien de petits-enfants? Vous voulez leur laisser combien? À quel âge? Puis le deuxième rendez-vous, on signe vos documents. Un bon testament, ça va tenir compte de votre situation familiale, de vos actifs, de vos dettes, des règles, de la loi qui est en vigueur, des impacts fiscaux. Éducalois nous dit de vérifier votre testament aux 3 ans. Moi, je suis d'accord, je trouve que 3 ans, ça vient vite, là. Moi, je dis à mes clients peut-être plus, ça dépend. Peut-être que pour vous, un testament, ça va être bien assez, jusqu'à la fin de vos vieux jours. Un jeune couple qui n'a pas de bébé, qui achète une maison, qui commence, là, je leur dis, ça prend un testament. Quand il va y avoir les petits bébés qui vont grandir, on va réviser ça. Puis peut-être plus tard, vous allez vouloir le changer, mais peut-être que 2 fois, ça va être suffisant, là. Parce qu'à un moment donné, aux 3 ans, on passe notre temps à checker le testament. Ça vient vite. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Il y a juste le testament notarié au Québec qui est valide. Après ce que vous avez dit, c'est vrai. Vous avez bien écouté. Félicitations. C'est faux. Hein? Le testament tout à la main et le testament devant témoin, il est aussi valable. Une question. Oui. Faut-tu attendre à la fin pour les questions? Bien, je vais prendre le temps de poser vos questions à la fin, mais je peux en prendre une. C'est juste que je me demandais, un testament holographe, Oui. c'est notre volonté. Oui. Est-ce qu'on pourrait le faire enregistrer chez un notaire? Vous pourriez le faire enregistrer. On pourrait faire un acte de dépôt pour le déposer chez le notaire pour que le notaire conserve l'original. Puis on pourrait l'enregistrer. On pourrait-tu l'enregistrer à la Chambre des notaires? Je pense pas. J'ai jamais vu ça. Mais vous pourriez, dans le fond, l'avantage que vous auriez à le faire enregistrer chez le notaire, c'est de ne pas perdre votre original. Ça serait le seul avantage que je vois.
Mais des fois, vous voulez faire ça pour économiser sur le testament. Parce que vous pensez qu'un testament chez un notaire, ça coûte bien cher. Ça se peut-tu? Ouais. Un testament chez un notaire, là, ça va coûter plus ou moins 250 $ par personne. Fait que souvent, quand je dis ça, les gens ils font « Ah, ben c'est moins pire que je pensais. » Parce que pour enregistrer votre testament, je vais peut-être vous charger 75, 100 $. Puis peut-être qu'il n'est pas bien fait parce que vous pensez qu'il est bien fait, mais je veux dire, on n'a pas regardé toute votre planification ensemble, tu sais. Fait que, si on la regarde un peu ensemble, est-ce que vous allez facturer le montant total que... bien, comme je vous dis, je vous facturais probablement un 100 $, mais moi, c'est sûr que c'est pour vous. Tu sais, voulez-vous payer 100 $ pour faire vérifier votre testament que vous avez fait puis l'enregistrer? Puis ça va coûter un autre 1000, 2000 à votre succession quand vous allez décéder. Ou vous payez un 250 là, puis c'est tout. Fait que c'est pour ça. Je vais prendre votre question, puis je vais continuer après, monsieur, pas de problème. Merci. Puis les vérifications, mettons, après 3 ans, de la manière dont tu parles. Oui. Y a-t-il des frais pour ça? Bien, ça, c'est vous qui les faites, les vérifications. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'après 3 ans, sortez-le de vos papiers, lisez-le tranquille à la maison, puis là, vous allez être capable de voir vous-même. Ah, ben là, j'avais nommé ma sœur, elle est décédée. J'avais dit que j'avais nommé un de mes enfants, mais finalement, depuis, j'ai eu 4 petits-enfants. Fait que, tu sais, c'est pas... D'habitude, c'est rare que les gens nous appellent pour qu'on le vérifie pour eux. D'habitude, on ne cherche pas de frais, parce que souvent, on va le vérifier avec eux, puis ça ne prendra pas trop de temps, on va le savoir tout de suite. Puis, en fin de compte, les testaments, soit holographes ou devant témoin, Oui. les vérifications, de ce que tu parlais tantôt, ça va être fait par qui? Ça va être votre succession. Quand vous allez décéder, elle va trouver le papier, elle va trouver le testament qui a été fait. Elle va aller voir un notaire ou un avocat pour pouvoir le faire vérifier, parce que sans faire cette vérification-là, elle n'est pas capable de rien régler. Pas capable d'aller à la caisse, pas capable de vendre la maison, tout est bloqué. Fait que ça va être votre succession qui va... Mais c'est donc à dire, soit le testament holographe ou devant témoin, ça finit en bout de ligne que celui qui est plus dispendieux. Oui. Mais c'est parce que les gens, ils le voient pas comme ça. Les gens, ils se disent, bien, c'est ma succession qui va payer. Mais c'est le paquet de troubles que vous laissez à votre succession, puis c'est votre succession qui paye avec vos sous à vous. Fait qu'il leur en reste moins pour eux. Ça dépend comment on le voit. Puis, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très, très cher un testament chez le notaire, fait qu'ils n'osent pas prendre le temps de le faire. Mais au bout de la ligne, ça revient plus cher, effectivement. On a un exemple avec un monsieur Tremblay. Donc, monsieur Tremblay et sa femme veulent faire leur testament. Monsieur Tremblay, il a trouvé un modèle sur Internet. Fait qu'il dit, Gisèle, on va faire ça ce soir, on va remplir notre testament. Fait que ça c'est un testament devant témoin, probablement, parce que c'est un formulaire qu'on a trouvé. Monsieur Tremblay et sa femme impriment une copie. Ils y inscrivent tous les deux leur volonté à la main. Monsieur Tremblay et son épouse prennent soin d'écrire la date et ils signent tous les deux le testament. Question. Est-ce que le testament est valide? Parce que là, c'est ça, on comprend qu'ils en ont comme signé un formulaire à deux. Évidemment, il y a 2 problèmes. C'est un testament par personne, comme on a dit tantôt. Puis, un testament écrit avec un formulaire doit être signé par 2 témoins. Puis, il faut que ce soit des témoins. Il ne faut pas que ce soit sa femme, c'est elle qui hérite. Que ce soit 2 personnes. Mes petits-enfants, si je leur laisse rien, ils pourraient être les témoins. Mais s'ils héritent, il faut que ce soit 2 personnes complètement différentes. Est-ce que vous voulez prendre votre pause tout de suite ou vous voulez continuer un petit peu? On va continuer un petit peu. Parfait. Donc, on arrive au fait de dire qu'est-ce qui arrive si j'ai pas de testament? Parce que là, ceux qui ont levé la main tantôt pour dire qu'il n'y avait pas de testament ou qu'ils n'étaient pas sûrs s'ils étaient tout corrects, ça veut dire que ça, ce serait votre situation. Mais il faut savoir au Québec, par contre, parce qu'il y en a peut-être dans votre cas que c'est comme ça, on n'a pas de testament, mais j'ai fait un contrat de mariage. Est-ce qu'il y en a, ceux qui ont un contrat de mariage de signer? Contrat de mariage qui dit qu'au dernier vivant des biens. C'est ça, hein? Ça, c'est bon.
parce que c'est un notaire qui a fait ça quand il vous a marié. Et ce que ça fait, c'est que ça donne tout au dernier vivant des biens, hein? Tout à celui qui reste à la fin de toutes vos choses. Donc, disons que pour vous, madame, on va vous faire décider en premier. À ce moment-là, ce serait votre mari qui hérite de tout en vertu du contrat de mariage. Fait qu'il n'y aura pas de difficulté. Il va se présenter partout avec le contrat de mariage. Ça va être simple. Par contre, probablement que monsieur devra aller faire un testament une fois que vous allez être décédé pour pouvoir bien dire que vous laissez ça à vos enfants, vos petits-enfants, de quelle façon qu'on leur laisse ça, à quel âge, prévoir toutes ces choses-là. Donc, parce que on s'entend que le contrat de mariage au dernier vivant des biens, ça a à peu près 2-3 pages. Hein? Fait que c'est assez court, c'est simple, ça ne prévoit pas le liquidateur, à quel âge qu'on donne les sous. Donc, c'est bon, tant que les deux, on est là, mais quand il y en a un qui va partir, probablement que ce sera bien d'aller revisiter notre situation, peut-être avec le notaire, ce serait bien. Fait que vous n'êtes pas mal pris là, à l'heure actuelle, vous êtes quand même très bien protégé. Mais par contre, ça se peut que je n'ai pas de testament, ça se peut que je n'ai pas de contrat de mariage. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'applique? C'est la loi. Donc, si je décède, puis que j'ai rien fait pantoute, bien, le Code civil du Québec va prévoir qui est-ce qui va hériter et comment ma succession va être réglée. Qui est-ce qui va être mon liquidateur? C'est toute la loi qui va dire ça. Puis des fois, la loi, ce qu'elle dit, c'est pas vraiment ça que je voudrais. C'est pour ça l'importance de faire le testament. Comme je disais tantôt, ça me permet d'exprimer mes volontés. Pour être un héritier au sens de la loi, il faut que j'aie un lien de sang ou d'adoption. Donc, que ce soit mon père qui soit décédé, mon vrai père, là, pas un monsieur que j'ai toujours considéré être mon père parce qu'il est sorti avec ma mère pendant 30 ans. J'ai pas de lien de sang. Quand il va mourir, c'est plate, mais j'aurai rien. Et le mariage, ça crée aussi des liens de droit. Donc, moi, je suis pas mariée, mais mon conjoint, ça veut dire que s'il décède la semaine prochaine, bien, j'hériterai pas de lui. Mais c'est sûr, moi, j'ai fait mon testament, là. Fait que tout est correct. Mais ça, c'est si j'ai pas de testament, qu'est-ce qui va s'appliquer? Là, on a fait plein de situations, puis vous allez peut-être vous reconnaître, puis s'il y en a qui disent « moi, ce serait quoi qui s'appliquerait à moi, je peux vous aider ». Donc, si je suis mariée et que j'ai des enfants et que je n'ai pas de testament, les enfants hériteront de 67 % et l'époux 33 %. Si je ne suis pas mariée, donc mettons moi, je ne suis pas mariée, je vais avoir un bébé, puis je n'ai pas de testament, bien, ça va être mes enfants qui vont hériter de tout. Ça veut dire que ma maison, ma part, moi, je suis moitié-moitié avec mon chum dans la maison, et je décède demain matin, mais mon chum devient copropriétaire de la maison avec mon bébé. C'est pas parfait. C'est pas idéal. Si j'ai pas d'enfant, à ce moment-là, puis que je suis mariée, mon conjoint aura 67 % et mes parents 33 %. Si je ne suis pas mariée, à ce moment-là, mes parents vont avoir la moitié, mes frères et sœurs l'autre moitié, puis mon conjoint de fait, parce que je ne suis pas mariée, il n'y aura rien pantoute. Donc là, on descend comme ça, là, puis ça y va de situation en situation. Ça, quelqu'un m'appelle, puis il me dit... puis on a eu un cas, puis c'est pas dans le coin de Berthier, je me souviens pas. C'était une jeune femme, son conjoint il est décédé. Elle avait 2 petits-enfants, 2 puis 3 ans. Pas de testament, pas marié. Ça veut dire que lui, il se retrouvait avec enfant, conjoint de fait. Fait que les enfants héritaient de tout. Fait que les enfants, ils ont hérité de la maison, des autos. Puis elle avait rien parce qu'ils n'ont pas fait de papier, puis ils n'étaient pas mariés. C'est... Pourquoi ceux qui est marié, les parents, ont 33 %? C'est ça, sans enfant. Si j'ai pas d'enfant, mais que je suis mariée, Oui. mes parents ont une part, puis mon conjoint a une part. Pourquoi les parents? C'est la loi qui est écrite comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'enfant, fait qu'ils disent que c'est pas tout le conjoint marié, les parents en ont. Ça irait plus à 100 % Oui, du conjoint. je suis d'accord. Mais la loi est écrite comme ça. Les parents, ça veut pas dire c'est frère et mère. Là. Parce que souvent, ils sont décédés. Ben, ça va être frère et sœur. Bien,
parents, ça va être père et mère ou celui qui reste. OK. Puis si les deux parents ne sont plus là, ça va être frère et sœur, vous avez raison. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'ici, on dit « j'ai pas d'enfants, j'ai pas de parents, mais je suis mariée, donc mon conjoint va en avoir une part, mes frères et sœurs une autre part. Mais si je suis pas mariée, puis j'ai plus de parents, c'est juste mes frères et sœurs, à 100 ». Fait que là, on descend comme ça. Puis le mariage, on sait que c'est moins populaire qu'avant. Alors, le conjoint de fait, il est souvent là. Et si je ne fais pas de papier que j'ai un conjoint de fait, c'est malheureux, mais c'est les enfants souvent qui se retrouvent avec la part de la personne qui est décédée. Puis un enfant de 3 ans qui hérite d'une maison, c'est compliqué. Parce que là, pour vendre la maison, ça prend l'autorisation du tribunal parce que le tribunal veut protéger les enfants. Il y a un paquet de procédures, là. On a eu un cas à la Valtrie que le monsieur, sa maison s'est en allée à ses petits-enfants de 4-5 ans. Ça a pris 1 an à vendre la maison parce qu'il fallait avoir l'autorisation du juge pour vendre la maison. Il fallait faire autoriser tous les documents. S'il avait fait un testament de 250$, sa femme sa conjointe aurait eu la maison, elle aurait pu la vendre la semaine d'après, puis on n'en parle plus. Voilà. Alors, un petit vrai ou faux, mon épouse héritera de tous mes biens, même si je n'ai pas de testament. Madame, elle a répondu, là, les parents, ils ont une part ou les enfants. Mon mari est décédé, je n'ai pas donné ma part. Est-ce qu'il y avait un testament? Oui. Ah, bien, il y avait un... D'enfant, là. Oui, mais vous aviez un testament. Oui. C'est ça, dans le testament, il vous a tout laissé à vous. Oui. C'est ça. Là, ici, j'ai pas de testament. Ah, OK, c'est pas de testament. Si j'ai pas de testament, là, si j'ai un testament, je donne ça à qui je veux. Si j'ai le goût de tout donner ça. Savez-vous, il y a des gens qui viennent me voir, puis je vais donner ça tout à ma femme, puis 2 semaines plus tard, il revient. Changer d'idée, puis il n'a pas dit ça à madame. Des fois, ça arrive, pas juste dans les films. Non, des fois, ça arrive. Fait que, tu sais, Parce que moi, mes beaux-parents m'ont demandé est-ce qu'il y avait un testament. J'ai eu une question. Oui. Oui. C'est ça, mais ce qu'il faut... Si j'ai un testament, je peux léguer ça à qui je veux. La question m'a été posée par les beaux-parents. Oui. S'il y avait un testament, parce qu'ils voulaient savoir. Ben oui, ça c'est sûr, parce que s'il n'y en avait pas eu, les beaux-parents, il y aurait eu quelque chose. C'est ça. Une maison. Effectivement. Donc, on a dit que c'était faux. Bien, ça dépend. Votre épouse va être la seule héritière s'il y a un contrat de mariage, s'il y a un testament. Mais si vous n'avez pas d'enfants, pas de parents, pas de frères, pas de sœurs, pas personne, là, peut-être qu'il va hériter en vertu de la loi, parce que je vais avoir passé tout mon tableau, je vais avoir éliminé tout le monde, il va rester juste l'époux, peut-être qu'il va l'être. Mais c'est rare qu'on a personne, là. Tu sais, il y a tout le temps un petit neveu ou il y a tout le temps quelqu'un pour retirer son petit quelque chose. Ah, M. Tremblay encore qui revient. Il est bien connu. Il doit avoir de l'argent. Il est assez fortuné. C'est pas M. Tremblay ici, là? M. Tremblay, il est marié avec Mme Dumas. Ils sont séparés depuis 5 ans, mais ils ne se sont jamais divorcés. Ah, c'est un gars qui l'a 5 ans. Ça, il y en a plus qu'on pense, hein, parce que ça aussi, ils pensent que ça coûte un bras et une jambe de se divorcer. Ils ont peur de se divorcer, mais il arrive toutes sortes de conséquences. Ils ont 2 enfants qui vivent avec M. Tremblay. Puis M. Tremblay, lui, il s'est fait une nouvelle blonde. Fait que depuis 3 ans, il y a une nouvelle blonde dans sa vie. Ils ne sont pas mariés, là. Il est encore marié avec Mme Dumas. Il décède, M. Tremblay. Il n'y a pas de testament, c'est bien sûr, sinon ce serait trop facile. S'il avait fait son testament, probablement qu'il aurait tout laissé ça à sa nouvelle blonde ou à ses enfants. Ça aurait été simple. Qu'est-ce qui arrive avec M. Tremblay? Fait que là, on voit que M. Tremblay est ici, qui est marié avec Mme Dumas, mais il aime sa nouvelle conjointe. Et il y a eu 2 enfants. Fait que les enfants vont hériter de 2 tiers et Mme Dumas, 1 tiers. Puis la pauvre nouvelle blonde, elle n'a pas grand-chose. Puis là, des fois, il y a toutes sortes de règles qui s'appliquent par-dessus ça, là, parce que c'est sûr que si M. Tremblay avait un fonds de pension, il y avait, je ne sais pas, s'il décède, par exemple, dans un accident d'auto, on a le droit d'avoir des prestations de la SAQ.
Les rentes du Québec, c'est ça. Il faut, Tout à Mme Dumont. ben c'est ça. Il faut regarder c'est quoi les règles de chacun de ces programmes-là, parce que des fois, ils vont dire c'est le conjoint qui hérite. Mais là, c'est le conjoint. C'est qui le conjoint? C'est-tu Mme Dumas ou c'est la conjointe? Bien, la conjointe, pour se qualifier comme conjointe, des fois, il faut qu'elle prouve que ça fait plus qu'1 an qu'elle vivait avec lui. Elle va peut-être être capable d'aller chercher un petit quelque chose. Sinon, c'est Mme Dumas. Donc, vous voyez le bordel dans lequel on se retrouve. Oui? Moi, admettons, tu sais, le conjoint, ils ont une arme, tout ça. Oui. Et si t'es divorcé, t'as Bien, en fait, il faut regarder les règles de la RRQ. Puis la RRQ va venir dire c'est le conjoint survivant. Puis là, le conjoint survivant, je pense que c'est le conjoint qui prouve que ça fait plus qu'1 an qu'il vit avec l'autre. Donc, des fois, on peut venir dire, même s'il était marié, moi, je suis le conjoint qui restait avec lui. Il y a toutes sortes de règles, mais il faut regarder chaque programme parce que la SAQ, elle a une loi particulière, puis elle dit que c'est lui le conjoint. La RRQ, pour la rente, elle va dire c'est lui. Il faut le regarder au cas par cas. Mais mettons, t'étais 30 ans avec, l'autre a été avec, et c'est elle qui va avoir la rente du conjoint survivant. bien, ça dépend. Est-ce qu'il était marié encore avec celle de 30 ans ou il est divorcé? Il est divorcé, bien là, c'est la nouvelle qui va l'avoir. Même si elle n'est pas mariée? Même si elle n'est pas mariée, parce que la RRQ, elle peut reconnaître le conjoint de fait si elle prouve que ça fait 1 an qu'ils sont à la même adresse. S'il n'avait pas été divorcé, ça aurait été... Probablement. Tout à fait. Ça dépend. Comme je vous dis, je sais que la SAQ, un accident d'auto, le conjoint de fait, même s'il n'est pas marié, il a droit à une pension, il a droit à quelque chose. Mais ça, c'est chaque programme gouvernemental qui a ses règles. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est... De un, il faut se divorcer. Quand on n'aime plus la personne, là, on va essayer de régler ça. Et de deux, bien, c'est sûr que si j'ai fait un testament, parce que s'il avait fait son testament, M. Tremblay, il aurait tout donné à sa conjointe, probablement. Ça aurait réglé le problème. Au niveau de la RRQ, probablement qu'elle aurait été capable de prouver que ça fait plus qu'1 an aussi qu'elle restait avec lui. Elle aurait probablement tout eu. Mais comme je vous dis, dépendamment de chaque programme. Ça aurait déjà été moins pire s'il y avait eu un testament. Mais si elle avait eu un testament plus un jugement de divorce, bien là, on n'aurait pas eu de problème. Sachez que depuis 2017, un notaire peut vous divorcer. Avant, c'était juste les avocats. Maintenant, un notaire peut le faire. Ça coûte moins cher et c'est plus le fun. Parce que c'est un notaire. Moi, je ne fais pas de divorce. C'est ma collègue au bureau qui les fait, mais je suis sûre que c'est le fun. Il y en a-tu qui ont c'est des jugements à l'amiable. On s'entend que je m'entends bien, là, tu sais, puis on veut juste officialiser nos papiers. C'est sûr que quand la chicane est prise entre les deux, puis qu'on s'estime pour les ustensiles puis les enfants, on va se prendre chacun un avocat. Mais quand ça va relativement bien, ça dépend, mais c'est sûr que c'est moins cher parce qu'eux, ils facturent à l'heure, hein, les avocats. Le notaire, il va vous donner un prix global au début. Il va peut-être vous dire c'est 2 000 à 3 000 $, puis vous allez avoir toutes vos choses, puis ça va être réglé. Mais ça vous sauve encore là. Il ne faut pas laisser tarder ça. Il ne faut pas tarder d'avoir ça. Quelqu'un qui a une séparation de corps avec un avocat puis un jugement de cour d'un avocat? Oui, une séparation de corps, mais pas encore divorcé. Ben, en fait, vous êtes toujours marié légalement. Fait que vous avez toujours vos droits en vertu du Code civil qui reste. C'est juste que la séparation de corps vient faire arrêter, parce que tout ce qui s'accumule pendant le mariage va être séparable au divorce. Là, la séparation de corps vient dire, bien, à cette date-là, on va arrêter de se partager nos affaires. Mais je suis encore mariée, je ne suis pas divorcée. C'est ça. C'est plus rare, les jugements de séparation de corps, qu'on voit ça, mais il y a des cas particuliers où il y en a encore, effectivement. Je suis rendue, en fait, Éducalois, je vous en parlais tantôt, parce qu'en fait, on a fini comme le gros de la formation. Éducalois, c'est un site qui est très bien fait. Je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'aise de fouiller sur Internet un petit peu. Ils ont une section vraiment pour l'accompagnement des aînés, le guide des aînés. Fait que probablement que M. Jubainville, il avait peut-être trouvé ça sur ce site-là. Il y a beaucoup d'informations, puis comme je vous disais, c'est clair, c'est simple, c'est par sujet. On en parle du divorce.
du processus, des pensions alimentaires. Il y a vraiment des petits feuillets explicatifs. Vous pouvez téléphoner, puis je pense même qu'ils peuvent vous poster de la documentation à la maison gratuitement. Et là, ils nous ont mis un paquet de ressources, donc Éducalois, Revenu Québec, trouver un avocat, comment trouver un notaire. Il y a même des modèles de testament, mais les modèles de testament, on se souvient que c'est des testaments devant témoin. C'est le formulaire que je vais compléter, que je vais devoir faire vérifier quand je vais être décédée. Et... Moi, j'avais une question. ouais. Des fois, on voit sur le journal, c'est marqué inventaire après un décès. Disons, monsieur un tel est décédé une telle date. Oui. Puis tu vois que quelques mois après, ils disent, bon, ben, l'inventaire chez un tel notaire. Pourquoi? Ça, c'est dans le cadre du règlement de la succession. En fait, on va faire un inventaire quand la personne est décédée de ses actifs, de ses passifs, puis on le publie dans le journal pour venir dire, si jamais il y a des créanciers qui veulent contester ou réclamer, vous pouvez aller consulter l'inventaire à tel bureau de notaire. On ne voit pas ça dans tous les cas. C'est obligatoire, ça, d'avoir ça? Bien, c'est obligatoire quand il y a beaucoup de créances de la personne. Nous, si j'ai quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit « ma mère est décédée, elle n'avait plus de maison, tout ce qu'elle avait, c'était un compte de banque, elle avait à peu près 200 000 dans son compte de banque puis elle n'avait pas de dette. » Bien, le risque que des créanciers m'appellent pour courir après votre mère sont minces. Là. Elle n'avait pas de dette, elle n'avait pas de maison, elle n'avait rien. Donc, on ne fera pas l'inventaire parce que c'est vraiment pour donner la chance aux créanciers de venir s'opposer ou réclamer quelque chose. En ne le faisant pas, on sauve des frais. Oui, parce que ça, il y a des frais. Ça. Il y a des frais, c'est pas gratuit, c'est le notaire qui va publier ça dans le journal puis tout ça. Fait que quand c'est plus rare qu'on le fait parce que quand il n'y a pas de créance puis tout ça, on va passer directement au règlement à la succession puis on va sauter cette étape-là parce qu'on le sait qu'il y a peu ou pas de chance que j'aille quelqu'un qui vienne m'appeler pour ça. Si j'ai déménagé puis j'ai changé d'adresse, est-ce que je dois refaire mon testament avec le notaire? J'ai dit non. C'est pas grave. Il y a pas, ça n'a pas d'importance. Puis est-ce qu'on peut le... Mettons, est-ce que je peux prendre un crayon pour rectifier ça ou c'est mieux de pas Non, toucher? touchez-y pas. Ah, OK. Parce que dès que je commence à barbouiller mon testament de notaire, tout ce qui est écrit à la main, on va pouvoir de faire... Peut-être qu'on va demander à ce que ce soit vérifié puis attester que c'était bien vous qui l'avez écrit. Bien, c'est pas grave, vous pourriez demander une nouvelle copie au notaire. Il pourrait vous en refaire une copie, lui, il a l'original. Mais c'est mieux de pas trop toucher à la copie. Mais c'est pas grave. Vous l'avez initialé tout, là. Oui, mais ça va coûter des frais à votre succession pour le faire attester. Fait que vous êtes mieux de rien faire, puis c'est pas grave. C'est la même chose si, par exemple, j'ai dit que je léguais mon chalet à Saint-Zénon à ma fille, puis finalement, j'ai vendu mon chalet. C'est pas grave, j'ai pas besoin de refaire le testament parce que quand je vais décéder, bien, j'en ai plus. C'est ça. Fait qu'il y en a pas. Pas besoin de repayer pour un testament. Mais si on a avantagé nos enfants d'un certain montant, pour le plus, c'est pareil. Exact. Plus d'argent, il n'y a plus d'argent. On ne refait pas le testament. J'ai eu une autre bonne question de votre caméraman. Il m'a demandé s'il y a une personne qui ne peut pas se déplacer à votre bureau, est-ce qu'un notaire, vous pouvez aller le voir à l'hôpital? Oui, on peut y aller. C'est juste important, la personne doit être apte. Il faut qu'elle ait toute sa tête. Des fois, je vais demander à un médecin ou à un infirmier de me le confirmer que la personne est toute correcte, mais oui, on peut les rencontrer à l'hôpital. Il y avait des gens qui attendaient après moi, puis qu'on les a retournés s'asseoir. Madame, je pense, est-ce que vous voulez la poser, votre question, avant que je prenne monsieur? Moi, je me demandais si je prends un rendez-vous avec vous, est-ce que je suis mieux à ce moment-là d'avoir déjà regardé sur Internet les documents pour un contrat notarié, puis avoir tous mes renseignements? Non. Non, ben en fait, c'est une bonne chose. Moi, ce que je dis, c'est quand vous venez me voir pour le premier rendez-vous, si vous avez des assurances vie, je vais vous poser la question. Fait qu'il faut savoir un petit peu ce qu'on a. Parce que le premier rendez-vous, on fait une évaluation de ce que vous avez. Fait que savoir sont où vos sous, vos placements, vos actifs, vos assurances vie. Mais vous n'avez pas besoin de sortir un paquet de documents puis de vous préparer à pu finir. C'est pour ça qu'on fait 2 rendez-vous. Des fois, je vais vous donner des petits devoirs, puis au 2e rendez-vous, vous allez être prêt, mais pas besoin de vous préparer outre mesure. Monsieur? Oui, est-ce que si on n'a pas de contrat d'inaptitude,
ça serait mieux d'en faire un avec le testament aussi. Oui, le mandat en cas d'inaptitude, j'en ai pas parlé parce que M. Jubinville me dit que vous aviez déjà eu il y a déjà eu une présentation pour les mandats en cas d'inaptitude précisément. Un mandat en cas d'inaptitude, c'est pas parce que je dis tout le temps, je suis pas mort, mais je suis pas fort, là. Je suis dans le coma, je suis atteinte d'Alzheimer, de démence. Donc, qui va s'occuper de mes biens et de ma personne? C'est dans mon mandat que je vais avoir déterminé qui est-ce qui va s'occuper de moi. C'est sûr qu'idéalement, quand je vais chez le notaire, moi, je vais dire aux gens, tant qu'à en faire un, faites les 2 documents en même temps. À ce moment-là, ça va tourner à peu près autour de 500 $ pour les 2 documents. Donc, tantôt, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait payé... Oui, mais on a un prix global pour 2 personnes, ça coûte 900. Fait que ça coûte 2 personnes, 900 $, chacun un testament, chacun un mandat. Donc, 4 documents. Mais si vous permettez, sur un mandat en cas d'inaptitude, on ne rentrera pas trop là-dedans, mais c'est pas la même chose qu'un testament. Donc, les règles qu'elle vous a dit ne sont pas les mêmes. Un mandat en cas d'inaptitude qui n'est pas notarié est aussi valable qu'un mandat notarié, puisque de toute façon, il faut qu'il soit vérifié au moment de l'inaptitude. Tout à fait. Donc, c'est sans rentrer dans tous ces détails-là. Là. Mais bref, juste pour vous dire que oui, on peut faire... Quand je vais vendre un testament à quelqu'un, je vais lui proposer en même temps de faire son mandat, parce que tant qu'à faire quelque chose, on peut tout faire en même temps. Pour les 4 documents, c'est le prix que je vous ai mentionné. Fait que tantôt, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait payé... plus cher que 250 chez le notaire pour faire son testament. Peut-être que son mandat a été fait en même temps. C'est juste qu'elle s'en souvient pas, là, mais c'est peut-être pour ça. Oui, madame. Est-ce qu'il faut demander, si, mettons, moi, je décide, puis je mets quelqu'un, là, est-ce qu'il faut que j'y demande, est-ce que tu veux être mon exécuteur testamentaire? On n'a pas besoin de lui demander, parce qu'il n'y a pas besoin de signer rien, hein, le liquidateur. Le liquidateur, c'est un exécuteur testamentaire, là, c'est la même personne. On n'a pas besoin de lui demander. Moi, je dis toujours aux gens, c'est le fun d'y en parler, pour pas qu'il y ait la surprise quand vous ne serez plus là, mais vous n'avez pas à lui demander formellement, il n'y a rien à signer. Puis advenant qu'il ne sait pas, c'est le notaire qui va dire... on va l'appeler, on va y faire la Oui, surprise. c'est ça. Oui, oui, surprise. C'est vous qui êtes pogné avec ça. Okay. Des fois, ils nous disent, pas de trouble, puis des fois, ils nous disent, non, je ne veux pas m'occuper de rien. Il va venir nous voir, on veut lui faire signer un document comme quoi qu'il ne veut pas s'en occuper. Puis là, on va regarder dans le testament qui est-ce que vous avez nommé après lui. Bon, mais là, ça va être cette personne-là qu'on va appeler jusqu'à temps qu'on en trouve un. Je pense qu'il y avait une question. Madame. Les polices d'assurance vie, révocables et révocables. Oui. Quand tu fais un testament, ta police d'assurance vie, si elle est irrévocable, est-ce que tu peux quand même dire... Dans le testament. On peut toujours la révoquer dans le testament, mais le conseil qu'on donne aux gens, c'est de toujours vérifier directement avec l'assureur pour faire le changement directement avec l'assureur. Parce qu'on a déjà eu des cas où il y avait une discordance entre ce que le testament disait puis la police. Puis là, il y avait un litige qui se crée entre l'assureur et le testament. C'est tellement un monde particulier, les assurances, qu'on dit toujours aux gens, oui, on peut l'écrire dans votre testament que vous ne voulez plus que ce soit Maurice, mais Gisèle, bénéficiaire, mais c'est toujours préférable de valider directement avec l'assureur pour faire le changement, pour ne pas éviter de problème. Bien, sinon, c'est parce que si l'assureur il dit ce que tu as fait dans le testament de ton notaire, ça ne compte pas, ça va être ce qui est écrit dans l'assureur. C'est pour ça que je vous dis de toujours faire le changement directement avec l'assureur. Oui? Dans le cas qu'une personne décède, la recherche testamentaire, est-ce que ça a des coûts pour ça? Oui, il y a des coûts pour la recherche testamentaire. Chaque personne qui décède au Québec va avoir besoin d'une recherche testamentaire. Peu importe le testament, de quelle façon je l'ai fait. Je l'ai-tu fait à la main, je l'ai-tu fait devant témoin, je l'ai-tu fait devant notaire. Vous allez venir me voir en pleurs, vous allez dire « ma femme est décédée ». On va commencer, première étape, on va faire une recherche testamentaire pour voir s'il y a eu un testament d'enregistré au registre de la Chambre des notaires ou du barreau pour les avocats. Et là, si ça me dit qu'il n'y a eu aucun testament d'enregistré, bien là, vous allez dire, j'ai trouvé ce papier-là, notaire, que ma femme avait fait à la main. On va dire, OK, on va régler la succession avec le papier que vous avez fait, mais il faut le faire vérifier, puis c'est là qu'il y a des frais puis les démarches que je vous expliquais de 1 000 à 2 000 là, qui vont varier. Oui, pardon. Les frais, c'est variable d'affaires, c'est pas mal, il y
Pour le testament, c'est variable. C'est variable, il n'y a pas une échelle de... Bien, la Éducalois nous dit que ça varie entre 250 et 500 par personne. C'est sûr que ça part à 250. C'est sûr que vous venez me voir, puis finalement, j'ai besoin de vous voir 4 fois parce que votre situation est tellement compliquée. Là, c'est sûr que ça peut augmenter un petit peu, mais en général, on dit que ça part à 250. Mais il n'y a pas de... c'est pas réglementé au Québec. Fait que chaque notaire charge ce qu'il veut. Oui? C'était personnel. Ah, il y avait juste madame en arrière de vous. Non, parce que c'était personnel. Tout à l'heure, elle a parlé de l'éducatrice. Oui. Puis là, moi, disons que ça m'est arrivé. Je veux savoir, parce qu'ils nous remettent les papiers, combien de temps qu'on doit conserver? Une fois que la succession est toute réglée, vous voulez dire la succession est toute réglée, puis le notaire... Des papiers, des affaires d'impôts, puis toutes les affaires, là, on a toute la paperasse, là, et il paraît qu'il faut garder ça. Bien, il faut garder ça. Moi, je vous dirais au moins 10 ans. Ah oui? Oui, parce que le gouvernement peut revenir. De un, hein, on sait qu'eux, quand ils reviennent, ils peuvent revenir jusqu'à... Je pense que c'est jusqu'à 7 ans. Moi, je dirais 10 ans, là, détruisez-le pas, puis après 10 ans, ben là... Oui, je les ai. Merci. J'attendais, j'étais rendue à Oui. 6. Bon, vous en manque pas gros. Vous en manque pas gros. Merci. De rien. Oui, madame. Si je mets, mettons, mon fils comme exécuteur testamentaire, Oui. et il le sait, j'ai dit qu'il y avait un testament, c'était enregistré, il n'y a pas besoin de recherche. Oui, il y a besoin de recherche testamentaire. Ah oui, même si... Oui, parce qu'en fait, moi, je peux dire à mon conjoint, inquiète-toi pas, si je décède, j'ai fait mon testament en 2017. Je ne l'ai pas changé, je t'aime tellement, chérie, je te donne tout. Mais il n'y a rien qui ne dit pas que demain soir, je vais aller en signer un autre pour donner tout à mon amant. Fait que même si je jure sur la tête de mon conjoint que ça va être lui l'héritier, au moment du décès, ça prend des recherches testamentaires qui sont faites dans les dates où la personne est décédée, parce que, de toute façon, ça, les recherches testamentaires, là, la Caisse va vous les demander, le gouvernement va vous les demander, tout le monde veut avoir la preuve que c'est bien le dernier testament ou qu'il y avait un testament ou pas de testament. Fait que ça, il faut les faire, on ne peut pas s'en sauver. Ça coûte moins de 100 $ là, des recherches testamentaires, là. Ça ne coûte pas 500 $. Qu'est-ce qui arrive quand le testament est refusé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il n'y a pas personne qui veut l'avoir parce qu'ils savent... Ah, on renonce. On renonce à la succession. Moi, je vais rencontrer la famille. Donc, soit qu'il y a un testament ou pas, je vais faire renoncer les bonnes personnes, ceux qui héritaient en vertu du testament ou ceux qui héritaient en vertu de la loi, là, le tableau qu'on a regardé tantôt. Et j'envoie tout ça chez Revenu Québec. Okay. Et Revenu Québec prend en charge la succession. Et on enregistre ça au RDPRM. C'est le registre des droits personnels et réels mobiliers. Et à ce moment-là, les créanciers, s'il y en a qui courent après la succession, bien, les créanciers sont avisés là, parce qu'on publie que maintenant, c'est refusé et que c'est parti chez Revenu Québec. Fait que les créanciers, il faut qu'ils courent après le gouvernement s'ils veulent être payés. Puis là, on sait qu'ils ne seront pas payés. Il y en a combien de temps pour décider ça? Il faut renoncer à une succession dans les 6 mois du décès. Parce que si je dis, mon frère est décédé, il était sur l'aide sociale, il y avait juste des dettes, puis je laisse traîner ça un petit peu, puis je m'en occupe pas, puis ça fait 6 mois et plus que je le sais que j'hérite, puis j'ai rien fait, je peux être présumée accepter la succession et être obligée de gérer les créanciers, exactement. Donc, je dois agir quand une personne décède, puis j'en veux pas, puis je suis pas mal sûre que je vais hériter. C'est sûr, ça va coûter les frais parce que moi, je vais aller voir un notaire pour dire je veux renoncer, j'en veux pas. Ça va me coûter des frais pour renoncer, mais au moins, j'aurai plus de troubles après parce que je vais avoir renoncé. Je n'aurai pas une surprise un matin de quelqu'un qui me réclame 10 000 $. Là. Mais ça arrive aussi que le notaire envoie des papiers pour qu'on renonce à la succession? Non. Toute la famille, ceux qui pouvaient hériter? Non. Non? Ben non, dans quel contexte? Je comprends pas votre question. Un décès, par exemple, puis il trouve un testament holographe. Oui. Et puis, là, ils sont mariés, mais il me semble qu'on a reçu un papier du notaire comme de quoi on renonçait à la succession. C'était peut-être un papier pour, comme quoi qui faisait vérifier le testament. Parce que c'est un testament holographe ou devant témoin.
Puis là, dans ce cas-là, la procédure de vérification qui coûte 1000 ou 2000, il faut aviser toute la famille proche. C'est peut-être ça que vous aviez reçu. Mais je ne sais pas exactement ce que vous avez reçu, mais le notaire, il ne vous demandera pas de renoncer à une succession. Il ne vous enverra pas un papier pour vous forcer à renoncer. Ça se peut pas. C'est votre volonté à vous. Oui, M. Jubainville. Est-ce que dans un testament, on peut mettre des conditions? Oui. Comme par exemple, quelqu'un va hériter de 10 000 s'il accepte de s'occuper de mon petit chien. Oui. Des choses comme ça. Oui. On dit que les conditions doivent respecter l'ordre public. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de dire je donne tout ce que j'ai à mon frère Serge à condition qu'il divorce de Diane parce que j'aime pas la face. Ça, c'est pas légal. Okay? Ça marche pas. Mais je peux dire, je donne 5 000 $ à ma sœur à condition qu'elle prenne mon chat puis qu'elle s'en occupe comme il faut de mon chat. Ça, on peut, c'est valable. La condition ne doit pas brimer la liberté d'une autre. Là. Je ne peux pas obliger mon frère à se divorcer. Là. Ça ne marche pas. Mais quand tu parles d'un animal, quand il parle, tu demandes la permission à la personne qui... Bien là, un animal, c'est sûr, c'est le fun. C'est le fun que l'autre le sache. Parce que sinon, je vais y apporter le chihuahua, puis je vais dire, tiens, voilà. Puis là, non. J'ai eu un cas qui était drôle. La madame, elle a laissé 500 $ à la personne qui allait s'occuper de son chien. Puis là, finalement, la madame, elle m'a rappelé, puis elle est en maudit parce qu'elle dit, il mange juste du foie gras, des affaires de même, il me coûte cher. Ben là, oui, j'ai dit, ben là, madame, je ne sais pas quoi vous dire. C'est le choix de la madame. Là. Fait que, voilà. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question? Un animal peut hériter. Non, un animal ne peut pas hériter, hein, parce qu'un animal, c'est un objet au sens de la loi. Mais je ne peux pas dire je donne 5 000 $ à Fido, mais je peux dire je donne 5 000 $ à Caroline si elle s'occupe de Fido. Ça, c'est bon. Mais de l'argent à mon chien, c'est considéré comme un objet au sens du Code civil du Québec. Hein. Il y a toujours des... Bien, c'est ça, il y a des gens qui me disent qu'il y a des nouvelles dispositions. Mais au sens de la loi, je ne peux toujours pas illéguer quelque chose. Probablement, oui, vous avez raison. Il y a peut-être des petites dispositions qui sont venues amoindrir ça, mais je ne peux toujours pas léguer 5 000 à Fido. Mais je pourrais par ailleurs léguer 5 000 $ à la Fondation Mira. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça aussi, j'ai eu la question tantôt. Si je ne sais pas à qui léguer mes choses, j'avais une dame qui vivait toute seule à Montréal, puis elle a décidé de léguer toutes ses choses à la Fondation du Père ou du Bon Père. C'est une fondation qui aide à l'alimentation des itinérants. Puis, ils ont reçu un beau chèque de 100 000, ils étaient bien heureux. Puis, mais on peut faire ça. Ça, c'est tout à fait légal. À Mira, à SPCA, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. À Sainte-Justine, n'importe où. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? J'essaie de voir... Oui? Marie a fait un testament. Oui. Qui donnait à sa femme et aux enfants. Là, il est décédé. La femme est-elle obligée de refaire un testament? Ça dépend toujours, parce que comme j'expliquais tantôt, quand je fais mon testament, je donne tout à mon mari. Puis si mon mari n'est plus là, je donne tout à mes enfants. Tu sais, le notaire va avoir prévu 2-3 cas. Donc, c'est sûr qu'elle, ça donnait tout à son mari n'est plus là, ça va à ses enfants. Si ses enfants sont tous décédés puis il n'y a plus personne après, oui, il va falloir qu'elle refasse son testament. Mais il faudrait peut-être le regarder, le testament, pour voir si j'ai toujours des gens dans ma liste, là, bien, je ne suis pas obligée de le refaire, si c'est toujours à eux que je veux donner mes choses. Le testament du mari compte plus. Ben non, il est décédé. La femme est obligée d'en faire un autre. Ben non, parce que la femme, elle a un testament par personne, on n'oublie pas. Fait que ça veut dire que lui, son testament, on n'en parle plus, il n'est plus là, il est décédé. Elle en a un, donc elle a donné tout à son mari, il n'est plus là. Fait que je regarde en deuxième, elle donne ça à qui? À ses enfants, possiblement? Peut-être pas, la madame. Peut-être qu'elle n'en a pas. Non, le mari en avait un testament. Oui. Là, ça retourne à la femme. Oui, mais elle avait-tu un testament ou elle n'avait pas de testament? Il y avait un testament. Madame? Mettons, si on fait ça ensemble,
Bien, c'est ça, ils ont chacun un testament. Il faut qu'il y ait chacun un testament, parce que s'il avait fait un testament global, là, c'est comme notre monsieur Tremblay de tantôt, là, il a fait un testament, les deux, ils l'ont imprimé, ils l'ont signé ensemble, là, ça vaut rien, ça. Ça va bien. Fait que c'est la loi qui s'applique à ce moment-là, un par personne. Mais là, dans votre histoire, il faudrait que je sache, madame, as-tu un testament ou pas? Puis là, je pourrais vous dire, bien, même si son mari n'est plus là, ça ne change rien, le testament est toujours bon. Oui, mais moi, je n'ai pas de testament, ça ne donne rien. Bien, vous, là, vous avez hérité de votre mari, Oui. puis vous n'avez pas de testament. Je n'ai pas fait ça. Bon, bien, ça veut dire que la loi s'applique. La loi s'applique. Vous avez des enfants, Oui. donc tout s'en va à vos enfants. Vous vous êtes pas remarié. Oui. Vous vous êtes remarié. Non. Vous vous êtes pas remarié. Votre mari est décédé, puis vous vous êtes pas remarié. Vous êtes veuve. Oui. Bon, puis vous avez des enfants. Oui. Donc, vous décédez demain matin, tout va à vos enfants. Fait que à ce moment-là, même si là, il faudrait faire un testament. Vous ne faites pas de testament à ce moment-là, puis vous dites, ben moi, de toute façon, je voulais que tout aille à mes enfants. C'est correct. J'ai pas besoin d'en faire un testament. Ça dépend. Ça dépend. Non, si j'ai pas d'enfants, si j'ai pas de frères et sœurs, pas de conjoint, tout à. On va retourner à notre tableau. Pour les héritiers, ça va être mieux qu'aller un testament. C'est sûr, parce que je vais vous l'expliquer qu'est-ce qui se passe. Bon, voyez-vous, j'ai des enfants, puis je suis plus mariée parce qu'il est décédé, fait que c'est 100% mes enfants. OK? Sauf que ça dépend, parce que vous, si vos enfants sont tous vivants, il n'y en a pas un qui est décédé avant vous. Donc, pas de testament, ça peut être correct, mais ça veut, tu sais, si il y en a un que je veux pas qu'il y ait tout, tu sais, je dis, mettons, j'ai 4 enfants, puis ils vont avoir un corps, mais je suis pas sûre que ce serait bien correct que Frédéric ait la même part que les 3 autres. Il va falloir que je fasse un testament. Après ça, si jamais Frédéric, il part avant vous, puis que sa part s'en va à ses enfants à lui, parce que là, ça descend comme ça, les parts, est-ce que je voudrais que les petits-enfants aient les sous juste avant, juste à 25 ans? Exactement. Ça, c'est mon testament qui va le prévoir. Si j'en ai pas, tout s'en va aux enfants, puis j'ai rien prévu. Puis là, vous avez combien d'enfants? 3. Fait que là, ça veut dire que les 3 vont être liquidateurs, parce que j'ai pas de testament. Là, des fois, à 3, là, régler une succession, là, allez les 3 à la Banque nationale pour régler votre compte, allez les 3 chez le notaire vendre votre maison, c'est pas toujours facile. Moi, je dis toujours aux gens maximum 2. Maximum 2, parce que sinon, ça commence à être compliqué. Fait que tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites dans votre testament. C'est sûr que si vous dites non, eux, ils vont s'arranger ensemble, j'en ai 3, puis ils feront bien ce qu'ils veulent, bien, faites pas de testament, c'est correct. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on peut venir moduler plein de choses en faisant votre testament. Il y a une chose aussi que je voulais rajouter, le codicile. Ça vous dit quelque chose, un codicile? Le codicile, c'est j'ai fait mon testament, puis là, je dis, notaire, je veux juste changer telle clause. Autrefois, il en faisait beaucoup de codiciles, puis c'était pour sauver des coûts, hein, pour que ça coûte moins cher, pour qu'on n'aille pas à refaire un testament au complet. Par contre, si votre testament, vous l'avez fait en 1997, puis vous revenez me voir en 2017, puis vous dites, juste en changer une petite clause. La loi, en 20 ans, là, elle a beaucoup changé. Si je fais un petit codicile en 2017 avec votre testament de 97, avec toutes les clauses puis les lois qui s'appliquaient, je vais plus faire de troubles à votre succession. Dans ce temps-là, je dis aux gens, j'aime mieux le refaire au complet en eux. Tant qu'à vous charger moins cher, je vais vous rendre plus service si je le refais au complet en neuf. Puis imaginez, c'est que si j'ai un testament plus un codicile, là, votre succession, il faut qu'elle se promène partout avec les 2 papiers pour régler toutes vos choses. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres choses. Fait qu'on en fait de moins en moins des codiciles. On refait un testament. C'est moins compliqué, puis ça règle mieux la succession. Le patrimoine familial. Oh, le patrimoine familial. Là, vous rentrez dans une grosse question. Là. Patrimoine familial, ça s'applique quand vous êtes marié. Si je ne suis pas mariée, ça ne s'applique pas. Puis en fait, c'est que si, par exemple, je suis mariée, je n'ai pas fait de testament, bien, avant d'appliquer mon tableau, il faut que je règle le patrimoine familial et le régime matrimonial. Fait que là, c'est comme une autre... on embarque dans une coche supplémentaire, là. Parce que les droits dans les droits des époux s'appliquent avant la succession.
Fait que ça veut dire qu'avant d'appliquer mon 67-33, il faudrait que je règle toute la question de la créance du patrimoine familial. Le patrimoine familial, c'est une créance, c'est pas un droit dans les biens. Fait que c'est des sous qu'on va pouvoir réclamer à la succession. Mais là, je vous dis, vous êtes comme... c'est comme un cours d'université là, que vous voulez. C'est assez complexe, mais ça s'applique juste aux gens mariés. Oui, monsieur. Lorsqu'on a une assurance vie, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous garantit que cet argent-là va nous servir à nous enterrer? Non. Ben non. Parce qu'en fait... Les héritiers peuvent garder toute l'assurance vie. Puis vous laissez pourrir. Oui, monsieur. En fait, quand on a des assurances-vie, c'est important de savoir que, première chose, je dis toujours aux gens, quand vous avez des assurances-vie, il faut qu'il y ait un bénéficiaire nommé dans votre police. Il ne faut pas que ça soit écrit « à ma succession ». Pour plein de raisons légales, fiscales, assurez-vous d'avoir un bénéficiaire nommé, pas juste la succession. Ça fait en sorte que vos bénéficiaires vont avoir l'argent rapidement quand vous allez décéder. Il n'y aura pas d'impact fiscaux. Fait qu'il faut avoir un bénéficiaire nommé. Quand je décède, la Régie des rentes du Québec, elle me donne 2 500 $ à ma succession pour m'aider à payer les frais funéraires. Et ça s'en va directement souvent au salon funéraire là, pour s'assurer que ça soit vraiment utilisé pour payer les frais pour vous enterrer ou vous incinérer. Fait que ça vous garantit qu'ils vont faire quelque chose avec vous, qu'ils ne vous laisseront pas pourrir dans le salon. Les gens qui n'ont pas droit aux 2500, c'est ceux qui n'ont pas assez travaillé dans leur vie. S'il y a des gens qui sont restés à la maison toute leur vie pour élever les enfants, j'ai pas assez cotisé au RRQ, donc j'ai peut-être pas droit. C'est de plus en plus rare, on travaille tous, fait qu'à ce moment-là, de nos jours, tout le monde y a pas mal droit. Mais j'ai déjà eu un cas où on a précisé dans le testament qu'on voulait absolument que l'assurance-vie soit utilisée pour payer les frais funéraires parce qu'on n'avait pas de garantie. On n'avait pas de garantie. Est-ce qu'on peut emprunter sur notre assurance? Si vous pouvez emprunter, ben vous pourriez aller chercher des emprunts puis mettre vos assurances-vie. Vous pouvez mettre des hypothèques sur votre assurance-vie. Si vous voulez. Vous avez une assurance vie de 50 000. Oui. Là, vous avez besoin de 25 000. Oui. Tu empruntes le 25 000. Si tu meurs, ben, ils vont te donner 25 000. Ben moi, j'ai jamais vu ça. Peut-être que c'est votre assureur-vie qui pourrait plus vous le dire. Ce que j'ai vu, c'est des hommes d'affaires qui empruntent des sous puis qui mettent des hypothèques sur leur police d'assurance-vie. Comme ça, s'ils meurent, l'assurance-vie ne s'en va pas à leur famille, elle s'en va à leurs créanciers. Mais comme vous dites, c'est comme une avance de votre vivant sur votre assurance-vie. J'ai jamais vu ça. Je pense pas. Je pense pas. On ne peut pas dire, gars, je vais en prendre un petit bout là. Les polices peuvent être rachetables. Il y a un paquet de choses que vous pourriez faire, puis c'est vraiment votre assureur-vie qui va vous dire ça. Je ne suis pas courtier en assurance. Est-ce si que... on écrit là, tantôt, là, ça m'a frappé ça, dans le testament, que l'assurance-vie pour les frais funéraires. Oui. En fait, le monsieur il avait mis ça comme une condition. Ouais. Ses filles allaient avoir la police d'assurance-vie de 10 000, puis il écrivait ça qu'il allait pouvoir avoir toutes ses autres legs, mais il fallait qu'il vraiment paye tous les frais funéraires. Il fallait le prévoir. Il fallait le prévoir parce que, théoriquement, c'est rare, là, parce qu'on s'entend que si mon père il décède, je vais vouloir payer ses funérailles. Là. Je ne vais pas le laisser... mais lui, le monsieur, il voulait qu'on le précise. Fait qu'on l'a écrit. Ça peut faire l'argent, ça rend... C'est précisé dans le testament. Oui. Peut-être 2 dernières questions, là. Oui? Pour une maison secondaire, comme un chalet, l'impôt qui est enlevé à la succession, c'est quoi? En fait, quand on décède, on est réputé avoir vendu tous nos biens. Donc, si je décède le 1er novembre, je vais être réputée avoir disposé de mes biens au sens fiscal. Et là, c'est sûr que si j'ai une résidence principale, on sait qu'on ne paye pas d'impôt sur notre résidence principale quand on la vend. Si j'ai une résidence secondaire, il va y avoir de l'impôt à payer. Puis c'est le gain en capital qu'on va payer. On va payer de l'impôt sur le gain en capital. Si j'avais acheté mon chalet 30 000 il y a 50 ans,
puis que maintenant, à mon décès, il vaut 300 000, vous allez être imposé sur 270 000. Mais là, il y a un paquet de règles parce que vous pourriez décider de dire, vu que mon chalet a pris plus de gains, je vais appliquer mon exemption, pas sur ma maison, mais sur mon chalet parce que ça vaut plus la peine. Ça, votre comptable, il peut faire des petits tours comme ça, mais le principe, grosso modo, là, c'est ce que je viens de vous expliquer. S'il décide de ne pas vendre le chalet... Non, mais à mon décès, je suis présumée avoir disposé parce que le gouvernement, il dit à un moment donné, il faut que tu le payes ton impôt. Non, mais si, mettons, les héritiers décident de garder le chalet, il n'y a rien à payer. Bien, s'ils décident de le garder, je suis morte quand même, fait que l'impôt est payable quand même. S'ils décident de le garder, eux, c'est parce qu'ils vont le garder, ils vont comme l'acquérir à la valeur qu'ils l'ont eu quand vous êtes décédé, donc 300 000. Ils peuvent le garder, mais l'impôt est payable à un moment donné. Effectivement. Est-ce que ça vous a convaincu de faire un testament? Oui, je voulais le faire. Il est déjà fait ou vous allez le faire? Ça vous a pas trop découragé? Puis, non? Une petite question. Oui? Si nos frais funéraires sont déjà payés, Oui. on a le droit à notre 2500. Oui. Ça s'en va dans la succession? Oui. Ça s'en va à vos héritiers. Fait que vous allez avoir payé de votre vivant vos préarrangements funéraires, mais votre 2500, votre succession va y avoir quand même droit. Ça va tomber à vos héritiers. Tout à fait. Vous ne perdez pas ça. Effectivement. Donc, ça me fera plaisir de vous voir au bureau de la Valtrie, peut-être plus qu'à Repentigny, si jamais vous m'appelez. J'ai des cartes en avant, il en reste 2-3. Il y en a qui en ont pris, mais il en reste un petit peu. Donc, voilà. Merci. Merci. Merci.